tout d'abord, je me présente. Donc, moi, je suis Mélanie Bruin. Alors, je suis moi-même pas chercheuse. Je suis plutôt médiatrice scientifique, c'est-à-dire que mon métier, c'est de traduire un peu les travaux que font les chercheurs dans un langage qui soit accessible à différents publics qui comprennent pas forcément le langage scientifique, qui est parfois assez technique et assez pointu. Donc, je travaille pour l'association Agropolis International qui organise, donc, avec le rectorat de l'Académie de Montpellier, cette opération. Alors, je vais partir de 2 questions que vous avez posées, qui, a priori, n'ont rien à voir. Donc, ces questions, c'était est-ce que les fruits et légumes vont muter à cause des pratiques agricoles actuelles? Et comment on étudie les liens d'interdépendance entre les plantes? Donc, a priori, ça n'a aucun rapport, mais en vous parlant de l'évolution de l'agriculture au cours du temps, vous allez voir que je vais faire un lien entre ces 2 questions. Alors, la première idée que je voulais partager avec vous, c'est que les mutations, elles se produisent naturellement. Elles sont pas liées aux pratiques agricoles. Elles se produisent naturellement et elles sont à la base de la diversité génétique qu'on trouve sur la Terre, et ce, bien avant l'apparition de l'homme. Et pour illustrer un peu cette diversité, je suis partie d'un exemple qui peut vous être familier, c'est le chien, par exemple. Donc, vous voyez qu'à partir d'un ancêtre commun sauvage du chien, qui est le loup, on peut obtenir des races de chiens qui sont très différentes d'aspect, donc du chihuahua que vous voyez à gauche au Saint-Bernard à droite. Et ça reflète la diversité génétique qui est naturellement présente au sein de l'espèce et qu'on peut donc utiliser pour dans ce cas-là, créer des races de chiens qui ont des aspects très différents, basés sur des mutations. Ça, c'est la première idée. Les mutations, elles se produisent naturellement. Après, pour que les mutations se répandent dans une population d'individus, qu'elles puissent vraiment s'exprimer, il faut que la mutation, elle soit sélectionnée. Et pour qu'elle soit sélectionnée, elle peut être sélectionnée dans la nature, naturellement, parce qu'elle procure un avantage. Donc, si on prend là un autre exemple, c'est une céréale, qu'on peut considérer comme l'ancêtre du blé cultivé, une céréale sauvage, et vous voyez que au moment où les graines atteignent leur maturité, elles tombent de la plante, elles tombent au sol. Et ça, c'est un avantage pour la plante parce que les graines au contact du sol, elles vont pouvoir germer et produire donc une nouvelle plante qui elle-même produira des graines qui vont tomber au sol. En revanche, si les graines, elles restent sur la tige, comme on voit sur la plante de gauche, c'est des cibles de choix pour les oiseaux, par exemple, qui vont pouvoir picorer les graines et elles pourront pas se reproduire comme les autres. Donc, autre façon de sélectionner des mutations, elles peuvent être sélectionnées par l'homme de manière volontaire parce que ça lui convient mieux. Et en effet, pour l'homme, c'est beaucoup plus pratique d'aller ramasser des graines qui sont restées sur la tige plutôt que d'aller trifouiller le sol pour les retrouver. Donc, ça lui permet de récolter des graines de céréales, en l'occurrence, qu'il va pouvoir consommer, mais aussi il peut garder une partie de ces graines pour les ressemer dans le sol, donc c'est lui qui le décide et qui le contrôle, et redonner des nouvelles plantes qui, elles, auront cette mutation qui permet à la graine de rester fixée sur la tige. Donc, il va favoriser cette mutation délibérément. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est née l'agriculture, il y a environ 10 000 ans. C'est par cette action de l'homme qui a petit à petit sélectionné des caractères qui l'intéressaient chez les plantes ou chez les animaux. Donc l'agriculture ou l'élevage, c'est à la fois le fait de récolter des graines et de les semer et de récolter à nouveau les produits de ces semis, mais c'est aussi le fait de petit à petit faire évoluer les espèces, les plantes ou les animaux qu'on élève ou qu'on cultive en choisissant les caractères qui nous intéressent. Donc, ça peut être des caractères liés à la production, ils produisent des plus gros fruits, liés au goût ou d'autres choses. Alors, ce qui s'est passé pendant des millénaires, donc, depuis la naissance de l'agriculture, l'homme a ainsi sélectionné petit à petit plein d'espèces qu'il consommait ou qu'il utilisait pour d'autres usages. Et à partir des années 50, il y a eu ce qu'on appelle une révolution verte, une révolution agricole, et c'est le fruit à la fois de le développement de la mécanisation, donc beaucoup plus de machines, de tracteurs, de moissonneuses, de systèmes d'irrigation, le développement de la chimie, donc on a fait des pesticides, des engrais de synthèse, et le développement de la génétique, donc on a mieux compris tous les mécanismes justement de ces mutations, de l'hérédité, de la transmission des caractères,
Et ça a permis d'accélérer grandement la sélection qui se faisait depuis des millénaires. Et en même temps, avec le développement de la chimie, de la mécanisation, on a développé une forme d'agriculture on a sélectionné des plantes qui produisent certes un rendement élevé, mais dans des conditions très homogènes et très contrôlées, donc avec l'apport d'intrants. Et c'est ce qu'on appelle l'agriculture intensive, et comme vous pouvez le voir sur cette image, donc avec des grands champs d'une seule culture, de monoculture, de plantes très très homogènes et qui vont faire appel donc à des intrants, à de la mécanisation pour les opérations agricoles. Alors, ce système agricole, comme vous le savez, il a permis de produire beaucoup plus de nourriture, c'est vrai, à travers le monde, de mieux nourrir une population en pleine croissance, mais on en voit aussi aujourd'hui un certain nombre de limites, parce que c'est une agriculture qui pollue et qui nuit à la santé, donc par l'utilisation de pesticides, qui nuit aussi à la biodiversité, qui utilisent des ressources qui sont pas forcément renouvelables, comme du pétrole ou bien des engrais phosphatés, et qui émet aussi des gaz à effet de serre qui, comme vous le savez, sont en partie responsables du réchauffement climatique actuel. Et donc tout le monde est conscient du besoin d'inventer des nouvelles formes d'agriculture, et parmi ces nouvelles formes d'agriculture, il y a l'agriculture biologique, pour laquelle vous avez posé énormément de questions, donc vous êtes bien au courant de ça. Donc ça consiste à ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse dans l'agriculture, et on y reviendra à travers les différents intervenants qui sont là aujourd'hui. Mais il y a aussi quelque chose peut-être dont vous êtes moins familier, parce que c'est plus récent ce concept, c'est l'agroécologie. Et donc je voulais vous parler un petit peu de l'agroécologie. Donc qu'est-ce que c'est ? Alors l'idée et le principe, c'est un système agricole qui va respecter les hommes, donc aussi les conditions de travail, les animaux d'élevage et puis l'environnement, donc éviter les pollutions, conserver la biodiversité. C'est un système qui est adapté au territoire, et surtout, donc un aspect important, s'appuie davantage, au lieu d'être artificialisé, de faire appel à des intrants, il s'appuie davantage sur les processus naturels et notamment les interactions entre espèces. Ça peut être des interactions entre plantes, mais aussi avec les animaux et avec les micro-organismes qui sont présents dans l'environnement. Et c'est là où donc vous voyez sur cette image un exemple d'association de plantes en agroécologie qui est très différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, la monoculture de blé. Donc, ces associations d'espèces, ça revient à la deuxième question que vous avez posée, c'est les liens d'interdépendance entre les plantes. Donc, c'est là où l'agroécologie va s'appuyer sur ces relations, notamment entre les plantes, pas uniquement, mais donc dans ces relations, on a un peu deux types de relations. On a la compétition, la première chose à laquelle on pense, c'est la compétition. Donc, parce que les plantes ont besoin de ressources pour se développer, notamment de la lumière qu'elles captent par leurs feuilles, de l'eau et des éléments minéraux qu'elles captent par leurs racines. Et si les plantes sont trop proches les unes des autres, elles vont se gêner pour capter la lumière ou pour capter l'eau et les éléments minéraux du sol. Et donc, elles sont en compétition. Elles vont pas pouvoir se développer aussi bien que si elles étaient isolées, ou du moins suffisamment espacées. Et l'autre relation, c'est la relation de facilitation, où au contraire, au lieu d'être en compétition, certaines plantes vont pouvoir favoriser le développement d'autres plantes. Alors ça peut être en apportant une protection, un abri contre des conditions météorologiques, par exemple protection contre des fortes chaleurs, ou au contraire du froid, ou du vent, ou la grêle. Ça peut être aussi une protection contre certains prédateurs ou parasites qui vont manger les plantes, ou aider d'autres plantes en mobilisant des nutriments du sol ou de l'air. Alors concrètement, l'agroécologie, elle va justement s'appuyer sur ces relations entre espèces, et entre les plantes, elle va chercher à maximiser la facilitation, donc l'entraide ou la coopération entre les plantes, et limiter la compétition, parce que le but c'est quand même de produire suffisamment de nourriture ou d'autres biens utilisés. Donc, comme vous voyez sur cette image-là, c'est un système agroécologique tropical. Donc, on va chercher à produire différentes choses. Sur une parcelle, là, on va produire à la fois des bananes, du cacao, des fruits de palme et du bois, à travers différentes espèces qui sont associées. Et ces espèces, elles sont complémentaires dans le fait que certaines aiment la lumière, donc par exemple les arbres hauts,
ils ont besoin de beaucoup de lumière, et d'autres, le bananier ou le cacaoyer, il n'aime pas être en plein soleil, il a besoin d'ombre pour bien se développer, donc il pousse à l'abri des grands arbres. Et au niveau du système racinaire, donc certaines plantes vont avoir un système racinaire profond pour capter l'eau et les nutriments en profondeur et les faire remonter aussi vers la surface. Aussi être associés à des micro-organismes qui sont associés à leurs racines et qui aident à mobiliser ces nutriments. Et puis d'autres plantes vont avoir un système racinaire beaucoup plus superficiel, donc utiliser des ressources en eau, en minéraux qui sont pas au même niveau. Donc on exploite ici vraiment la complémentarité. Et par exemple, pour les grands arbres, vous voyez les grands arbres, ils peuvent aussi servir d'abri pour les oiseaux, donc qui vont nicher ici, et puis qui vont venir manger des petites chenilles peut-être ou des insectes qui vont s'attaquer aux bananiers ou aux cacaoyers. Donc ça peut aussi, en valorisant la biodiversité aussi animale et des micro-organismes, faciliter cette coopération. Donc vous avez demandé comment on étudiait ces liens. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais le principe de l'agroécologie, c'est une discipline qui est étudiée scientifiquement, qui s'appuie aussi sur les connaissances locales et traditionnelles, parce que ça fait très longtemps que l'homme fait de l'agroécologie sans le savoir, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a constaté quand même par son expérience qu'il pouvait obtenir des meilleurs résultats par certaines pratiques. Et puis maintenant, il y a beaucoup de scientifiques qui se penchent aussi sur ces mécanismes, ces interrelations en les étudiant d'un point de vue très scientifique, comment ça se passe. Et pour cela, ils comparent différentes parcelles existantes, ou bien ils plantent à dessein des parcelles expérimentales, et ils vont comparer les rendements, analyser ce qui se passe au niveau chimique, au niveau environnemental, etc.